Elles étaient très attendues, les 24 heures de Daytona n'ont pas déçu. Ou plutôt faudrait-il parler de 23h58 de Daytona, car le temps de course du vainqueur n'est pas arrivé à la barre fatidique des 24 heures. La cause ? Une erreur de la direction de course, qui a en effet déployé le drapeau blanc trop tôt, écourtant l'épreuve d'un tour. Mais en vertu de l'article 49 du règlement sportif, si le drapeau à damier est présenté par inadvertance ou autrement avant que la voiture de tête n'ait terminé le nombre de tours prévus, ou avant que le temps prescrit n'ait été écoulé, la course est néanmoins considérée comme terminée lorsque le drapeau est présenté. Si plusieurs voix ont estimé que cela aurait pu affecter le résultat de la course, nous vous expliquons le contraire sur notre site internet. Nous vous donnons donc rendez-vous sur le site pour en savoir plus. Mais laissons de côté ce qui restera une péripétie de fin de course pour tirer le bilan de cette 62e édition des 24 heures de Daytona dans ce nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Thibaut, Laurent, bonjour à vous deux. Vous êtes de retour ou sur le retour des 24 heures de Daytona qui ont eu lieu le week-end dernier. C'était la première manche de l'IMSA et l'ouverture du championnat nord-américain avec une petite page d'histoire qui a été écrite, puisqu'on va le voir, Porsche Penske s'est imposé au classement général. Ça faisait beaucoup d'années que Roger Penske attendait cette victoire. Donc vous allez un peu nous parler de ça et des différentes classes, et après on fera un tour d'horizon de ce que vous avez retenu de cette épreuve des 24 heures de Daytona 2024 et un petit peu les infos qu'il y a eu durant cette semaine, puisqu'on rappelle que vous étiez déjà sur place pour le ROR, la traditionnelle séance d'essai en préambule de la saison, et vous avez pu voir et rencontrer tous les acteurs de ce championnat durant toute la semaine. Donc on fera un peu le tour de cette semaine. Laurent, Thibaut, on peut commencer par le GTP. Je ne sais pas qui veut commencer, donc avec la victoire de Porsche Penske. Enfin, la Porsche 963 a remporté une course de 24 heures. Non, comme tu le disais, bonjour à tous. Tout d'abord, comme tu le disais, Pierre, c'est une édition historique sur le plan du résultat, hein, puisque Porsche remporte sa 19e victoire en 24 heures de Daytona. Donc maintenant, ils en ont autant au Mans qu'à Daytona. Et Penske renoue avec la victoire, la dernière et l'unique, remontée à 1969. Donc voilà, sur ce plan-là, ça restera dans les annales. Après, on a aussi eu des records d'affluence, et c'est vrai que nous, on a pu constater dès l'aurore qu'il y avait énormément de monde. Donc l'endurance à l'avant en poupe, et c'est pas que le cas au niveau du championnat du monde. Donc ça, c'était vraiment une super édition sur tous les plans. On a eu une météo hivernale, aurore, et presque estivale durant la course. Mais en tous les cas, on a eu un spectacle de dingue jusqu'au bout. Alors oui, certes, il y a toujours ces histoires de voitures de sécurité qui regroupent un peu les pelotons, mais la course ne s'est pas jouée là-dessus. Et en fait, le duel Cadillac-Porsche, il s'est dessiné assez rapidement au final. Et on a eu droit à une dernière demi-heure d'anthologie. C'est sûr que, comme tu dis, Porsche et Cadillac ont été les deux, vraiment les deux marques à jouer la victoire, à courir un petit peu en retrait. On a vu Wayne Taylor dans les communications un peu et les déclarations d'après-course, pas forcément ravi de la BOP, hein, clairement, puisqu'il dit qu'il n'avait pas la voiture pour gagner. Ils avaient vraiment pas la voiture pour gagner, tu penses, ou il y a eu un petit peu plus que ça dans le clan Acura, parce qu'on a vu qu'il y a la numéro 10 qui a été rapidement éliminée sur un souci technique. Ouais, la numéro 10 a été rapidement éliminée sur un souci technique, effectivement. Et après, euh, ouais, 42 kilos, c'était trop. C'était trop. Euh, à la bataille, ils n'ont jamais pu. Autant les voitures ont constamment ferraillé aux avant-postes, mais on savait très bien que s'il y avait un sprint final, elles ne pourraient pas jouer. On l'a vu dès l'aurore. Après, j'ai aucune preuve, mais moi, j'ai quand même la sensation qu'Acura s'est fait taper dessus suite à l'histoire de triche de meilleur champ que l'année passée. Et le pauvre Wayne Taylor Racing, Luis Andretti, ça a été un peu la victime collatérale de cette histoire de triche, alors il n'y était absolument pour rien. Donc moi, c'est la seule justification que je trouve, parce que 42 kilos, c'était trop. Certes, les Acura étaient extrêmement rapides l'année dernière, c'était les GTP les plus en vue. Et même en enlevant la meilleure chanque, ils ont fait un doublé, hein. Wayne Taylor n'a pas triché avec les pressions de pneus. Donc ouais, je pense que la BOP était clairement pas à l'avantage du clan Acura. Parmi les déceptions, on va appeler ça comme ça, il y a BMW qui a été vraiment frappé par les ennuis techniques aussi. C'est
Comment tu analyses ça, Thibaut? C'est inquiétant pour BMW. Est-ce que sur quoi on peut mettre ces soucis techniques? Est-ce que c'est vraiment la conception de la voiture qui fait que la technique s'en mêle? Ou est-ce que c'est peut-être RLL qui manque encore un peu d'expérience avec cette voiture? Sur quoi tu mets cette contre-performance pour la marque? Les soucis techniques, ils sont un peu difficiles à expliquer parce que si on regarde l'an passé, il y a eu zéro abandon en GTP pour la première course des GTP. Et cette année, il y en a, il y en a eu plusieurs. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, on peut ramener la voiture au stand et la faire repartir. Mais Cadillac a perdu une voiture, Acura a perdu une voiture, BMW a connu des soucis techniques avec ces deux voitures. Et au final, ceux qui étaient peut-être le plus fragiles sur le plan mécanique l'année dernière, bah, ce sont les plus fiables cette année. On expliquera pourquoi après. Bah, c'est Porsche, à savoir quatre voitures au départ, quatre voitures à l'arrivée. Donc, je ne peux pas blâmer BMW sur les soucis techniques parce qu'encore une fois, les autres aussi en ont eu. Après, moi, pendant les essais, j'ai trouvé pas mal. Et en fait, en course, ils ont été assez décevants. Ils sont restés dans le top 5 un temps. Ils ont même mené, hein, Maxime Martin a mené la course. Mais il leur en manquait un peu encore en rythme, hein. Donc, je pense pas que ce soit la voiture le problème. En plus, c'est le même châssis que la Cadillac. Alors, ils galèrent avec les systèmes. C'est un peu plus compliqué. Et après, sans vouloir taper sur RLL, oui, RLL, c'est pas du niveau, à mes yeux, de Ganassi, de Penske, de Dwayne Taylor. Donc, ce sera intéressant de voir en championnat du monde, en WEC, avec WRT, dont on connaît les qualités. Là, RLL, ils essaient d'avancer. D'ailleurs, ils ont embauché Jen Kennett, qui était depuis 20 ans chez Ganassi. Mais voilà, moi je pense que autant les soucis techniques, ils sont difficiles à blâmer parce que les autres en ont eu. Après, RLL, encore une fois, à mes yeux, n'est pas au niveau des références de la catégorie. On va parler d'abord des Porsche privés avant d'arriver au vainqueur, puisqu'on rappelle qu'il y a deux Porsche qui sont exploités par des équipes privées, JDC, Miller Motorsport et Proton. Thibaut, le résultat de ces voitures qui sont à l'arrivée, mais qui n'ont pas été, on va dire, réellement dans le coup pour la gagne, c'est une bonne chose dans un sens de voir aussi les équipes privées qui arrivent à jouer, certes, le top 5, hein, on va dire ça comme ça, face aux équipes plus usines. Mais est-ce que tu attendais un petit peu plus quand même de ces deux équipages? Non, c'est déjà super bien. Ils font 5 et 6 de mémoire. Donc c'est déjà un très bon résultat. Et encore une fois, faut voir que c'est de la course à l'américaine avec des interventions de la voiture de sécurité, des tours de retard qui peuvent se rattraper à chaque fois. Sinon, il sera à plusieurs tours. Mais les deux équipes ont été vraiment au niveau. On a quand même, ils n'avaient pas la tâche facile entre JDC Miller qui s'appuyait sur un Ben Keating, qui est un pilote bronze et qui roulait également en P2, et un proto compétition qui arrivait avec deux pilotes qui connaissaient pas du tout la voiture, à savoir Alessio Picariello et Romain Dumas. La tâche était quand même assez compliquée. Il faut pas oublier que les usines étaient toutes là en décembre lors des essais collectifs. Les deux et Proton et JDC n'y étaient pas, vraisemblablement pour des raisons de coût. Mais au final, ils ont fait une excellente course, les deux, bravo. Mais bon, comme tu le disais, Pierre, c'est un petit peu comme Acura, même si on ne parle pas des mêmes ordres de grandeur. Au sprint final, c'est pas possible, ils n'ont pas pu jouer. Avant de passer au vainqueur, on va parler évidemment de Cadillac qui a été dans le match avec la numéro 31, la voiture qui a gagné le titre l'an dernier avec le Whelen Cadillac Racing, pardon, derrière qui se cache Action Express Racing. Ils ont perdu la 0-1 assez tôt dans la course. Et est-ce que tu penses que enfin, je pense que tu vas me répondre oui à la question est-ce que la 0-1 pouvait jouer devant? Au vu de l'équipage, il n'y avait bien sûr pas de problème. Mais est-ce que ça a changé un peu la donne dans le clan Cadillac de n'avoir plus qu'une voiture ou pas du tout au niveau de la stratégie? Non, parce que ce serait hypocrite de dire qu'il y a une vraie collaboration entre les deux, parce que c'est faux. C'est faux. Action Express fait son petit bonhomme de chemin. Cadillac Racing, donc derrière lequel se cache le Chip Ganassi Racing, fait le sien aussi. La 01 était avionesque, honnêtement, avec un équipage de dingue, Alex Palou, Sébastien Bourdet, Renger van der Zandt et Scott Dixon. Ils ont eu un problème de groupe motopropulseur. Voilà, on parlait des soucis tout à l'heure rencontrés par BMW et Acura. Cadillac aussi en a eu, alors que jusque-là, c'était peut-être Les pas plus la fiables. référence en fiabilité, parce qu'on voit quand même que la numéro 01 a eu plusieurs soucis l'an passé, mais celui-ci était inattendu. Donc oui, jouer la gagne. Après, Sébastien Bourdet, dans une interview qu'il nous a accordée, le disait à juste titre, en pure performance sur un tour, la voiture est excellente. Elle a une balance excellente. En revanche, elle avait 9 kilowatts de moins que la Porsche, par exemple, pour 20 kilos de moins.
Et en fait, sur un circuit comme Daytona où la vitesse de pointe est assez prépondérante, on a pu le voir en fin de course au duel, bah, ça les a un petit peu handicapés. Et le point faible de la Cadillac a encore été une fois la vitesse de pointe. Mais en dehors de ça, la voiture était parfaite et je tiens vraiment à saluer la prestation d'Action Express Racing qui, à mes yeux, est la seule voiture du clan GTP qui a fait la course parfaite. Mais vraiment la course parfaite, pas une pénalité, trois pilotes au top, un Derrani qui fait deux quadruples relais d'anthologie, un Blomqvist qui est égal à lui-même et qui a fait honnêtement un dépassement sur le banking en fin de course que j'espère vous avez tous vu, qui est absolument incroyable. Et Action Express Racing aurait vraiment aussi mérité de gagner. Et on reviendra certainement après sur le scénario, hein, ce qui s'est passé, comment Porsche a réussi à venir à bout de la Cadillac numéro 31. Mais l'équipe tenante du titre, IMSA, n'a rien à regretter parce ils ont vraiment joué une partition sans la moindre fausse note. Et on rappelle, c'était le seul équipage à 3 pilotes. Oui, voilà, ils ont pris cette décision. Alors, eux, ils disent pour préparer le Mans. Tous les autres ont décidé de rouler à 4 pour la simple et bonne raison qu'en 2025, ce sera obligatoire de rouler à 4 aux 24 heures Daytona et à 3 sur les autres manches de l'Endurance Cup. Donc, ils ont décidé déjà de se mettre en mode 2025. Action Express, qui est déjà assuré de participer aux 24 heures du Mans de par son titre en IMSA et son invitation par l'IMSA dans la Sarthe, a préféré, en tous les cas, c'est comme ça qu'il le justifie, rouler à 3 pilotes. Bon, tu parlais du scénario avec les vainqueurs Porsche Penske. On le disait en introduction, enfin, pour la voiture, la 963 GTP LMDH, selon le championnat, enfin une victoire sur 24 heures. On se souvient que les 24 heures du Mans avaient été très compliquées l'année dernière. Euh, la victoire était presque obligatoire dans un sens pour Porsche, et tu vas justement peut-être nous donner les éléments qui ont fait que Porsche a réussi à surmonter l'obstacle Cadillac. Alors tout d'abord, pour revenir sur le scénario, à la fin, en fait, quand on se retrouve avant le dernier full course yellow, Cadillac tente l'undercut pour essayer de passer la Porsche 963 numéro 7. La position sur la piste était excessivement importante. On a pu le voir, c'était très dur de se doubler. C'est aussi peut-être un des petits côtés négatifs de ces championnats à BOP où tout le monde est censé avoir la même puissance, la même traînée, le même niveau d'appui. Et donc, en fait, ils ont tenté l'undercut, ça n'a pas marché. Mais après, Blankvist a été incroyable sur le banking. Encore une fois, il a fait un dépassement fou. Je crois que c'est la Ferrari du Triarci qui se retrouve Oui. entre les deux et Ah. qui n'a pas dû comprendre vraiment ce qui se passait. Mais le problème, c'est qu'après, il y a eu ce full coursiello. Et ce full coursiello, c'est là où tout s'est décidé. Parce qu'en fait, à Daytona, le premier box est réservé à la voiture championne. Donc, en fait, c'est un petit avantage puisque ça permet d'avoir la voiture la plus proche du stand s'il y a des réparations importantes à faire si on l'a remise au garage. En revanche, bah, quand il y a un dernier faux coursier-lot, bah, c'est la voiture de devant qui maîtrise. Et donc, en fait, ils ont calculé le matin avec la numéro 6, ils ont fait une simulation de temps de remplissage de réservoir pour s'assurer de repartir devant la Cadillac. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu full coursier-lot, toutes les voitures sont rentrées, et la numéro 7 s'est retrouvée à repartir devant la numéro 31. Et à ce moment-là, le pauvre Tom Blankvist, il n'a jamais réussi à reprendre l'avantage sur Felipe Nasser. Donc, vraiment, cette position dans la pit lane a été primordial de par le fait que la position sur la piste était importante et c'était, ouais, comme on disait, quasiment impossible de doubler, surtout avec une Cadillac qui avait 9 kW de moins que la Porsche. Ok. Donc on rappelle, hein, c'est la première victoire pour Penske depuis des décennies. Il y avait une pression. Vous avez senti une pression avec Laurent dans l'environnement Porsche Penske pour aller chercher cette victoire. On sait que c'est un programme important pour Roger Penske qui a déjà annoncé que la prochaine étape c'était Le Mans. Mais il y avait plus de pression que d'habitude pour les équipages et l'équipe technique. Énorme. Elle était énorme la pression parce que, on va pas se mentir, tu parlais des 24 heures du Mans qui ont été compliquées, les 24 heures Daytona aussi l'année dernière ont été compliquées. C'est certainement le constructeur GTP qui a le plus galéré. Et au final, là, ils ont eu le but, le principal enseignement positif, c'est ce qu'on disait, la fiabilité, 4 Porsche au départ, 4 Porsche à l'arrivée. Et honnêtement, pour avoir parlé avec eux dans le paddock, et on est en train de préparer un article là-dessus, c'est un énorme soulagement. Je pense que cette victoire, elle a sauvé peut-être des têtes à certains. Et c'est la première, Urs Kuratel nous le disait, c'est la première grosse victoire de la 963. Elle a gagné deux fois l'an passé en IMSA. Mais là, c'est les 24 heures de Daytona. Et voilà, c'était vraiment un gros soulagement pour tout le monde. Et je peux vous dire que les sourires étaient de mise dimanche dans le clan Porsche Penske.
Et ouais, ça leur met du baume au cœur avant la saison WEC et les 24 heures du Mans parce que euh, on va y revenir dans un second temps, mais il y a beaucoup d'enseignements positifs à tirer de cette victoire dans le clan Porsche. Je peux rajouter un Oui, truc ou pas? bien sûr, évidemment. Bon, enfin, vous en avez déjà parlé et je pense que tout le monde l'a vu. Moi, je tenais à souligner la prestation d'Alex Palou. Sur la Cadillac, on sait que c'est pas forcément facile de débuter. Il suffit de voir les pilotes qui sont venus en renfort cette année dans la catégorie GTP. Il y en a quand même qui ont quand même un petit peu galéré en termes de chrono. Et s'il y en a un qui, Bon, on le selon peut moi, dire à était, Joseph Newgarden, excuse-moi Lolo, je te coupe, mais Joseph Newgarden par exemple, n'a pas bon, été flamboyant du tout sur la Porsche victorieuse. bon, je l'ai pas dit, mais tu l'as dit à ma place, merci. Euh, mais Alex Palou a quand même été à mes yeux le très très bon rookie, on va dire, de cette catégorie GTP. Et Ouais, Tom sans nul Blomqvist, comme doute. tu l'as dit, hein, Thibaut, Tom Blomqvist, Mm. franchement énorme, meilleur tour en course, un dépassement de malade et qui est passé du clan Acura au clan Cadillac, qui est toujours avec la même pointe de vitesse et franchement bravo et, euh, et même un Iljani aussi a été très très vite en course Non, sur une bah, Porsche privée. ouais, j'en profite effectivement pour si on donne des mentions, on va dire, sur la poche victorieuse. Bah, de toute façon, on peut regarder hein, à partir de 5 heures du matin le dimanche, il n'y a plus que Felipe Nasser et Matt Campbell qui roulent. Joseph Newgarden, il arrête à 5 heures du matin, Dan Cameron à 1h30 du matin. Et en fait, il y a eu, il y a un énorme écart de niveau, hélas, sur cette Porsche 963 numéro 7. Felipe Nasser, il a été incroyable. Matt Campbell a été incroyable. Il y a un Mathieu Jaminet qui a été très fort aussi dans le clan Porsche. Mais voilà, voilà, Felipe Nasser et Matt Campbell sur la voiture victorieuse ont été incroyables. Et, Juste pour rebondir, justement, on parlait des enseignements positifs. Il faut savoir que si la numéro 6 n'a pas pu jouer devant à la fin, c'est tout simplement qu'au bout de même pas 4 heures de course, ils ont perdu un diff. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'overshoot et qu'ils ont ils ont eu pas mal de pénalités. Ils ont même perdu le MGU en fin de course. Donc la course a été complexe hein, pour le numéro 6. Donc tout n'a pas été parfait au niveau de la fiabilité dans le clan Porsche. En revanche, la numéro 7 a été épargnée. Et c'est un peu ce que nous disait Urs Curatel. Pour une fois ils sont épargnés par les soucis de fiabilité, ils ont pu se concentrer sur l'exploitation course, sur la gestion, sur la stratégie. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils l'ont répété, notamment ce scénario possible du dernier full course yellow dans la voie des stands. Ils l'ont répété avec la numéro 6 ce dimanche matin. Donc voilà, ça je pense que c'était à souligner. Et avant de clore la passe GTP, voilà une Porsche rapide, fiable, toujours pas la plus facile à conduire, mais c'est très positif. Et surtout, petite information, c'était la seule GTP qui avait le nouveau MGU Bosch, la version 2.4. Les autres constructeurs n'ont pas souhaité l'adopter parce qu'ils ne l'ont pas testé sur une session d'endurance. Donc seul Porsche l'avait. Et il semblerait que, à en croire Urs Curatel, ça a permis de résoudre certains problèmes de fiabilité sur la Porsche 963. Et c'est bienvenu, d'autant que finalement, le vilebrequin, ne devrait pas changer cette année parce que obligation leur a été faite de le mettre sur toutes les voitures, y compris les privées. Donc au mieux, je pense qu'on le verra 2025, pas avant. pas grand-chose à rajouter, à part qu'évidemment Nasser, je crois c'est le seul qui a fait plus de 300 tours. Donc a été Ouais. très très bon et Matt Campbell a été énorme aussi, franchement. Bah, c'est pour ça quand on parle des scénarios à l'américaine, on a des interruptions de course qui, c'est pas péjoratif, mais parce que chaque championnat a ses défauts, ses qualités. Le spectacle a été incroyable. Par contre, en IMSA, vous pouvez gagner avec des pilotes qui sont pas forcément au niveau parce que il faut absolument rester dans le tour du lead, faut être dans le tour du leader lors de la dernière relance. Et en fait, on voit que Dan Cameron et Joseph Newgarden, ils ont un peu été mis de côté. On peut citer un Jenson Button, il a fait qu'un relais, je crois. Donc il a roulé très peu et c'est pour ça qu'un Dan Cameron a été remisé en WEC, pardon en IMSA, il était en WEC l'année dernière parce que voilà, en fonction des circonstances de course, même si Dane n'est certainement plus le Dane qu'on a connu, en IMSA avec Philippe Nasser, il devrait pouvoir s'en sortir. En revanche, en WEC, il faut artiller tout le temps parce qu'on n'a pas des interruptions de course comme ça. Et un Matt Campbell sera un bel atout pour la voiture numéro 5 aux côtés de Mikael Christensen et de Frédéric Makoviecki. Mais quand même, pour finir sur Dan Cameron, chapeau, je crois que ça fait 15 participations. Il court après cette victoire et ses larmes en fin de course, elles faisaient chaud au cœur. C'est un super mec, il le mérite. Alors, même si ça n'a pas été certainement sur le plan personnel ses plus belles 24 heures Daytona, pour l'ensemble de son œuvre, il mérite d'avoir son nom au palmarès. Et juste pour en avoir discuté il y a quelques années avec Simon Pagenaud, qui connaît forcément bien Dan Cameron, je sais que Simon avait dit que c'était un petit peu le meilleur coéquipier qu'il avait pu avoir dans sa carrière pour Dan Cameron en endurance. D'accord. Ça replace
Le garçon quand même. Bon, Laurent, je te propose de passer au LMP2 où la bagarre aussi a été intense jusqu'à la fin avec un match 100% Danemark sur les dernières minutes. Et c'est ERA Motorsport qui est venu s'imposer dans la catégorie au terme là aussi d'une course presque parfaite pour la numéro 18. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette catégorie, dans les très bons points et un petit peu dans les mauvais? Bah, déjà, il y a eu quand même pas mal de déchets. Bon, déjà, moi perso, c'est une catégorie qui me fait plaisir parce qu'il n'y a pas de BOP. Donc, tu peux, même s'il y avait une Ligier cette année Oui. qui faisait son retour, mais les officiels n'ont pas jugé bon de faire une BOP entre la Ligier et les Oreca 07. Il aurait peut-être fallu, non? Pardon, excusez-moi. T'es sorti là ou comment ça se passe? Je suis très loin, je suis très loin. Ouais, non, bah alors la Ligier, alors pour être honnête, c'est sympa quand même de revoir une Ligier en compétition. Ligier, c'est le seul constructeur français qui a gagné les 24 heures de Daytona en 2016. Maintenant, depuis, on sait que c'était un peu compliqué. À cette époque-là, c'était une Ligier motorisée par Nissan. Et là, c'est un peu plus dur. Et bon, revoir une Ligier, c'est toujours sympa. Maintenant, bon, l'équipe débutait, c'est une équipe qui arrive du LMP3. Les pilotes, mis à part Joao Barbosa, qui fait quand même partie des pilotes de pointe, ou des anciens pilotes de pointe, puisque Joao Barbosa commence quand même à avoir de l'âge, mais il a l'expérience. Ça restait quand même très compliqué pour les pilotes, même si on avait Nolan Siegel, qui est un jeune pilote qui, à mon avis, ira loin. Mais ça c'est emboucané. Il n'y a rien qui s'est déroulé comme il fallait au final. La voiture est sortie, elle est ressortie, elle est rentrée, elle est ressortie. Enfin bon, bref, c'était une première. C'est une première, donc on verra ce que la suite nous réserve parce que l'équipe est censée faire toute la saison avec cette Ligier. Et après, pour le reste, écoute, on a une victoire ERA. Alors personnellement, c'est pas l'équipe que j'aurais mis, même s'ils ont déjà gagné, c'est pas l'équipe que j'aurais mis victorieuse. Maintenant, comme tu l'as dit, ils ont fait une course parfaite avec notamment un très bon Connor Zilic, qui est un jeune pilote de 17 ans qui vient de la Mazda MX-5 Cup et qui roulait d'ailleurs le même week-end en Mazda MX-5 Cup. On sait que c'est des courses qui sont assez animées et lui, il a pas mis longtemps à trouver le mode d'emploi de la P2. Lui aussi, je pense qu'il ira loin. Mais à l'arrivée, tu as moins de 10 secondes avec CrowdStrike Racing by APR, qui est l'équipe de Stuart Cox, l'équipe portugaise qui est championne d'Europe en titre en ELMS, et qui est toujours là. C'est une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années, notamment suite au renfort. Et là, on peut souligner l'arrivée de Roman Rusinov dans l'équipe qui a fait du bien avec David Leitch. Donc, Roman Rusinov fait partie pour les problèmes qu'on connaît. Mais David Leitch est resté et l'équipe a vraiment franchi un step. On l'a vu en ELMS, on l'a vu en Asian Le Mans et là, on le voit encore en IMSA. Et un Georges Kurtz en pilote bronze qui répond toujours présent. Et après, à côté de ça, il y a quand même quelques petits soucis. On l'a vu notamment chez United Autosport où ça a été compliqué avec l'abandon d'une voiture, celle de Félix Rosenquist notamment. Et l'autre, la voiture de Ben Keating qui termine même pas dans le top 5, je crois, elle est sixième. Et après, Interopol qui s'est associé avec Pierre-Juan Mathiasen pour le programme américain. Là aussi, ça a plutôt joué devant avec un très bon Nick Bull, là aussi en pilote bronze, même s'il a fallu remplacer Clément Novala qui s'est blessé avant le départ par Pietro Fittipaldi qui connaît bien la voiture. Mais il aura manqué quoi, 2 dixièmes, je crois, pour aller accrocher le podium. Et en fin de course, c'était compliqué. Le podium est revenu à la voiture de Riley. Et je pense que Thibaut, d'ailleurs, n'est pas reparti avec le trophée. J'ai croisé effectivement Felipe Fraga à l'aéroport. De toute façon, en même temps, il y avait le vol pour Sao Paulo, donc il y avait Felipe Nasser, tout le gang brésilien, on va dire. Et non, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Inter-Europol, Tom Dillman nous a confié après l'arrivée qu'en fait, il avait une voiture endommagée. Et c'est ce qui l'a un peu empêché de prendre le dessus sur la voiture du Riley Motorsport en fin de course. C'est dommage, par contre, pour nos Français de TDS, C'est qui est ce la que seule j'allais équipe dire. française à rouler en IMSA. Mhm. Puisque c'est le premier abandon de la course dans la catégorie LMP2 avec la sortie de piste de Steven Thomas. Bon, c'est dommage. On aurait bien aimé voir l'équipage parce que Michael Jensen, on connaît sa pointe de vitesse. Charles Milesi, on n'en doute pas. Et puis il y a aussi le jeune Hunter McElray qui a rejoint l'équipe. Donc on aurait bien voulu voir ce que ça allait donner. Mais là, ça n'a pas matché parce que le châssis est plié. Et il va falloir reconstruire une voiture pour le prochain rendez-vous de Sebring. Donc c'est un petit peu le rendez-vous manqué, le rendez-vous du début de saison manqué pour TDS Racing, malheureusement. Ça n'a pas souri aux Français dans cette catégorie P2 parce que c'est pareil, Lilou Vadou et Mathieu Vaxivière qui est engagé sur l'Oreca d'AF Corse ont très rapidement abandonné sur problème moteur. On a Paul Louchatin qui a vraiment été très longtemps dans le coup pour la gagne et dont l'équipier Matt Brabham est aussi sorti dimanche matin.
Donc cette catégorie où Et, on avait vraiment des vraies chances françaises, finalement ça n'a pas souri au clan tricolore. et par contre, il faut aussi souligner, je trouve, la belle perf de Felipe Massa, qui finit troisième sur la voiture de Riley. On savait pas trop quel crédit apporter à Felipe Massa, alors pas sur sa compétitivité, on va dire physique, mais sur sa capacité à débuter en endurance. Et ses chronos étaient bons pour quelqu'un qui roule pas non plus euh, souvent à part au Brésil. Mais ses perfs ont été bonnes et j'avoue on aimerait bien le voir en 24 heures du Mans maintenant, Felipe Massa. Ah non, c'est clair, tu fais bien de souligner, hein, alors c'est toujours très compliqué en endurance, hein, de comparer les moyennes parce que il y en a qui roulent de nuit quand il fait plus frais, il y en a qui roulent au départ quand globalement il n'y a pas trop de trafic. Mais Felipe Massa, il est dans le peloton de tête, hein. Il est dans le Mm. peloton de tête, il est devant des Calvin Simpson, vraiment devant des références de la catégorie. Et c'est quelqu'un qui roule pas beaucoup et vraiment chapeau à lui parce que, à contrario, avec tout le respect que je lui dois, on n'a pas beaucoup vu Jenson Button chez Wayne Taylor. Mais là, Felipe Massa, bah, bravo, parce qu'il arrive dans la, on va dire, catégorie 2 du sport proto. Et comme tu disais, moi, j'aimerais vraiment bien le revoir parce qu'il a fait un boulot remarquable. En plus, il y avait une super entente dans l'équipe parce qu'il est très copain avec Felipe Fraga. Et je pense qu'il a vraiment, vraiment apprécié l'expérience. Donc, je ne serais pas étonné qu'on le revoie très rapidement. Bah, ses chronos étaient similaires à ceux de Felipe Fraga. Et Felipe Fraga, on sait que ça va vite, hein. C'est donc à Exactement. surveiller pour la suite. On va enchaîner avec le GTD dans sa globalité, en commençant évidemment par le GTD Pro, où Rizzi Competizione a enfin gagné en tant que Rizzi Competizione, parce qu'ils avaient empoché une victoire de classe en 2002, si je ne me trompe pas. C'était avec une Lola, mais c'était voilà, en alliance avec le Rand Racing. Mais là, cette fois, Rizzi, avec une Ferrari, a enfin gagné à Daytona. L'équipage, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le quatuor Pierre Guidi, Calado, Rigon, Serra. Mais bon, il fallait se sortir d'une catégorie qui était celle qui avait le plus changé, on va dire, entre l'an dernier et cette année, puisqu'il y avait 10 voitures, plus de 10 voitures, 10 voitures ou plus de 10 voitures, je ne sais plus. 13. 13 voitures, voilà, au départ, avec les nouveautés qui étaient la Ford Mustang et la Corvette Z06 GT3R. Donc il y avait quand même une certaine concurrence, mais au final, le match s'est résumé à presque un duel entre Rizzi et AO Racing. Je ne sais pas qui veut parler en premier sur cette catégorie, Thibaut ou Laurent, allez-y. Bah, enfin, pour être honnête, on avait même presque oublié que Rizzi Competizione n'avait jamais gagné les 24 heures de Daytona sous C'est son vrai, nom. c'est un peu vrai. Euh, je- on a cherché parce qu'on s'est dit non, mais c'est pas possible. Ils ont bien gagné à un moment ou à un autre cette course et non, ils avaient jamais gagné sous leur nom. Bon, l'équipage est habitué, hein. Serra, Rigon, Pierre Guidi, Calado ont l'habitude de rouler avec Rizzi Competizione. Je rajouterais même, tu dis un duel entre Ferrari et Porsche avec Aero Racing. Je rajouterais même Paul Miller Racing qui a quand même fait pas mal la course en tête et qui pouvait jouer quelque chose. On a vu qu'il y a eu des problèmes d'ABS, des problèmes de système de frein en fin de course pour Sheldon Van Der Linde qui a Mhm. dû composer avec l'ABS puisque l'ABS est alors ça, c'est ce qui est assez paradoxal, mais l'ABS est obligatoire sur une GT3, mais vous pouvez très bien rouler sans. C'est pas quelque chose d'interdit. Par contre, bon, on a pu voir que la voiture était forcément plus délicate à piloter parce qu'on l'a vu plusieurs fois, évidemment, sortir un petit peu de la piste, pas volontairement, mais parce que la voiture était compliquée. Euh, Moi, je vais juste mettre en avant qu'on a fait pour la première fois des tests. Enfin, les officiels ont fait beaucoup de tests au mois de décembre de BOP sur plusieurs jours à Daytona avec les différents constructeurs pour étalonner justement la BOP. Que tout le monde était censé avoir fait le jeu. On a fait des tests de BOP en low run, des tests de BOP avec peu de fuel, des tests de BOP avec des pneus neufs. On a tout fait. Les équipes enfin, les constructeurs avaient un programme à respecter pour récupérer des données. Tout a été analysé. On arrive au ROR, on fait les essais. On a vu que les marques qui étaient très en verve l'année dernière en janvier, notamment Mercedes et Aston Martin, étaient là nettement décrochées. Et les officiels ont décidé de modifier, on va dire, en profondeur cette BOP. Donc bon, on peut toujours être en mesure de se poser des questions sur le pourquoi du comment. Alors oui, certes, il y a des nouvelles voitures avec la Ford et la Corvette. Et alors, c'est pas une nouvelle voiture, mais il y a aussi, enfin, c'est pas une nouvelle voiture complète, mais l'Aston Martin Twingo. Mhm. et la Lamborghini qui a quelque peu évolué, mais c'est deux fois rien parce que là, ça n'a pas nécessité une nouvelle homologation puisqu'on a changé juste le capot avant et le système de freinage qui posait quand même problème l'année passée pour la première année de l'Evo 2. Mais on a remanié tout ça et on a avantagé certaines marques, désavantagé d'autres et
Bon, quand tu vas discuter avec les pilotes, ils te disent tous que tout le monde joue un petit peu. Et comme le disait Thibaut au début, et ça se vérifie toujours, c'est qu'il faut rester dans le tour du leader. Et au final, tu regardes le départ à 13h40, tu peux rentrer ou aller à la plage et tu reviens dimanche à midi. Et c'est là que les choses commencent, parce que c'est là où il faut avoir une voiture. Il y a pas mal de pilotes qui nous ont dit, de toute façon, et ça c'est le cas chaque année, il faut pas être, ça sert à rien de se montrer, il faut avoir une voiture intacte, il faut pas de pénalité, il faut pas le moindre contact, il faut rester juste dans le tour du leader et attendre. Et c'était vrai dans les années 2000 et c'est toujours le cas. Et là, on l'a vu. Après, on a quand même trois voitures et trois marques différentes avec Ferrari, Porsche et BM qui sont sortis du lot. Euh, Bon, après, la concurrence a un peu pris les pieds dans le tapis. Bon, la Corvette est encore jeune. On a vu que les deux voitures de AWR, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de Hawa, Mhm. ont vite abandonné. Même les Corvettes officielles ont quand même connu quelques petits soucis, notamment de direction assistée. Et puis, bah, chez Ford, c'est pareil, il faut apprendre. Et là aussi, on a connu quand même quelques petits pépins techniques. Maintenant, on peut pas dire que les pilotes prenaient ça pour une séance d'essai grandeur nature. Il y avait quand même une envie de jouer devant. Et finalement, celui qui s'en est mieux sorti, c'est Corvette, hein, avec la voiture de Garcia, Sims et Juncadella qui termine cinquième, mais qui termine quand même à 7 tours, donc qui est quand même assez loin. Et il faut encore laisser un petit peu de temps. Il y a aussi Lexus, c'était un peu compliqué, mais là il y a eu un accrochage. Et puis encore une fois, désolé, mais la déception, c'est Lamborghini. Pourtant, qui a déjà gagné les 24 heures de Daytona Bien dans sûr, la catégorie. avec Grasseur. Mais là, avec Grasseur, mais là, en GT des pros, là, Ouais, pourtant, il y avait quand même du solide, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu vois, dans la voiture de la 19, avec Pereira, Pepper, Caldarelli, Bortolotti, bon, ça joue quand même devant, et à aucun moment, il y a eu un souci dès le début de course. Un peu comme Et à ils ont Spa. perdu. Un peu comme à Spa. Un peu, Souci ouais, début de exactement. course et du coup, bah, ils sont loin et voilà. Et la voiture est revenue, ils l'ont rentrée, et ils ont perdu, je crois, à un moment, au début, ils ont perdu 13 tours. Et quand à la 60, hein, la voiture où roulait Romain Grosjean, bah là aussi, c'est le deuxième abandon de la catégorie GTP. GTD Pro, pardon, pas GTP. Et puis l'autre déception aussi un peu, c'est la La Mercedes de Sun Mercedes, Energy One, j'allais t'en ouais, parler. Mhm. qui a connu évidemment le souci moteur. C'est un peu dommage parce qu'avec Gounon, Stolz et Engel, avec évidemment Kenny Aboul, vous vous retrouverez bientôt dans les prochains jours une interview de Jules Gounon qu'on a fait bizarrement après l'arrivée, même si ça a été le premier abandon, mais qui explique, même s'il il y a un pilote bronze dans la voiture, à Daytona plus qu'ailleurs, même avec un pilote bronze, tu peux arriver à gagner en GTD Pro. Mhm. Il y avait deux bronzes, hein. Il y avait Claudio Ciavoni sur la Lamborghini numéro 60, la voiture de Romain Grosjean, et puis donc Kenny Aboul. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi chez Pfaff aussi, qui passait de Porsche à McLaren. Là aussi, on a connu pas mal de petits soucis techniques et jusqu'à l'abandon. Alors que du côté d'Inception, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a vu l'arrivée. Donc voilà, donc Ferrari, Porsche, BM. Moi, mine de rien, je suis un petit peu déçu par Corvette. Ils ne nous avaient pas habitués à ça. Et la voiture, elle roule depuis 1 an et demi, hein. Donc, certes, elle n'a pas fait de course et la course, bah, c'est juge de paix. Mais je ne pensais pas que là, on a quatre voitures au départ. Les quatre voitures ont eu des soucis. Donc, ça, c'est assez étonnant. Alors, la perfo, elle est là, hein, il n'y a pas de souci. La voiture, c'est un œuvre d'art, une œuvre d'art, pardon, elle est splendide. Et on voit dans les moyennes, dans les meilleurs tours, tout ça, que les pilotes ont répondu présent. Ils ont joué devant, mais la voiture est encore un petit peu fragile. Euh, et voilà, après, Ford, ils ont moins roulé. En tous les cas, elle roule depuis moins longtemps. Et en perfolie, pardon, en perfolie, il en manquait un peu. Vraiment, il en manquait Mais un peu. Alors, après, c'est toujours délicat avec ces nouvelles voitures qui arrivent. L'année dernière, par exemple, on se retrouve avec la Porsche et la Ferrari qui étaient, excusez-moi du terme, qui étaient totalement castrées, qui n'ont jamais joué devant. Et là, cette année, bah, ça joue devant. Donc, les impressions que les instances dirigeantes ont toujours un petit peu de mal, et c'est normal quand il y a une nouvelle voiture qui débarque, on a beaucoup moins d'informations, et peut-être qu'ils sont des fois un petit peu prudents au niveau de la BOP, hein. Je ne dis pas qu'elle a été mauvaise, mais quand on analyse tout et quand on voit la qualité des pilotes Ford, bah, on se serait peut-être attendu à les voir un petit peu plus devant que ce n'est le cas. Et juste pour terminer avec Corvette, quand tu discutes avec les pilotes te le font bien sentir. En fait, Corvette, oui, Corvette a l'habitude de la catégorie GT. Par contre, Corvette fait face pour la première fois à de la vraie compétition client avec une voiture qui sera disponible mondialement à partir de l'année prochaine. Et c'est pas forcément la même philosophie qu'on avait dans le passé avec le GTLM. Même si la Corvette l'année passée était une version GTLM dégradée, un peu downgradée en GT3, on va dire entre guillemets.
Là, c'est un petit peu différent, donc je pense il va falloir un petit peu de temps à Corvette pour comprendre un petit peu tout ça, comment tout ça fonctionne, parce que là, il faut une voiture aussi pour des gentleman drivers. Il faut pas spécialement une voiture pour aller jouer la bagarre en GTE Pro, comme c'était le cas dans le passé. Donc bon, mais je pense que Corvette, Justement, je pense que il faut absolument qu'il résolve ces problèmes, parce que quand tu vends en plus exactement. ta voiture à des clients, il faut encore plus qu'elle soit fiable. À la rigueur, quand c'est la Bah, tienne et que tu as des problèmes, tu t'en prends qu'à toi-même. En revanche, les clients, si elle n'est pas fiable, ils ont de quoi hurler. Mais bon, c'était la première course, attention, faut pas non plus. L'idée, c'est pas, je veux pas les enfoncer. C'est juste que on a été tellement habitué à des standards de qualité, de fiabilité de la part de Corvette. J'ai été un petit peu surpris que les quatre voitures au départ connaissent autant de soucis. ouais, et c'est sûr qu'on bon là, on n'en verra pas en Europe en 2024, mais on en verra en Europe en 2025. Je crois même qu'il y a déjà une équipe, on en parlera un peu plus tard, mais qui est proche de signer pour faire rouler une Corvette l'année prochaine. Et il y a aussi l'envie de Corvette aussi d'aller tâter les 24 heures du Nürburgring dès l'année prochaine. Donc et comme Ford d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, c'est une première course. On va pas tirer trop d'enseignements trop hâtifs sur cette Corvette et aussi sur cette Ford. On va laisser un peu de temps au temps quand même. Pour conclure sur ce GTD Pro, on va rappeler que Rizzi l'a emporté en survivant à un début d'incendie en début de course. Voilà, Lydie, pour moi, c'est presque la belle histoire de cette 62e édition. Ils avaient le numéro 62 d'ailleurs. Mais oui, pour ce que disait Laurent tout à l'heure, moi, j'en revenais pas de savoir qu'ils avaient jamais gagné Daytona. C'était peut-être la dernière classique qui leur manquait, et Bah, c'est super chouette et, de les voir gagner. et tu t'as oublié aussi que Ferrari n'avait plus gagné les 24 heures de Daytona depuis 10 ans c'est ça, en 2014. GT avec Level 5, où était déjà Alessandro Pierguidi d'ailleurs. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu dis c'est bizarre, Ferrari n'a pas gagné depuis 2014 et Rizzi n'avait jamais gagné. Et au final, ouais, c'est vrai. Pour voir les perfs, hein, et on conclura là-dessus pour le GTD Pro. Si tu regardes les 50% des meilleurs tours en course de tous les pilotes, dans le top 5, tu as les quatre pilotes Rizzi. Il y a juste Alors, Sheldon, il y a juste Sheldon Van Der Linde qui se hisse au deuxième rang avec la BMW numéro 1 de on Paul va, Miller. on va pas se mentir, tous les pilotes nous ont clairement dit qu'en fait, les pilotes avaient un peu l'impression que les Ferrari tournaient autour et jouaient un petit peu. Claudie Faucon vous dirait, il faut arrêter de jouer avec mes couilles. Mais c'est un peu ça. GTP, LMP2, GTD Pro, on va passer au GTD avec... on parlait de la Mercedes qui avait rapidement abandonné en GTD Pro. La marque allemande s'est rattrapée en GTD, puisque c'est Winward Racing qui s'impose. Ça sauve un peu la semaine dans le clan Mercedes. La course, on a souvent vu hein, les Mercedes AMG GT3 Evo en pointe, que ce soit avec Winward ou avec Court of Preston aussi dans le peloton de tête. Laurent, je vais te laisser parler un peu plus sur cette classe. Encore une fois une course quasi sans faute pour le vainqueur, et ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu sur les autres catégories. C'était un élément essentiel pour décrocher la victoire. Ouais, sachant que Winward Racing avait déjà gagné cette course en 2021, que les quatre vainqueurs, hein, donc Russell Ward, Philippe Ellis, Indy Dontje et Daniel Morad, étaient déjà aussi montés sur la plus haute marge du podium, donc avaient déjà chacun une Rolex au poignet. Pas systématique, enfin pas la même année, puisque Morad, je crois que c'était avec une Porsche, c'était en 2017, je pense, si mes souvenirs sont bons, alors que les trois autres étaient ensemble en 2021. Et ouais, la Mercedes, qui est pourtant l'une des plus anciennes, qui remonte à 2016, mais c'est certainement la voiture qui est la plus conservatrice. Et c'est une voiture qui est jamais au-dessus du lot, mais c'est une voiture qui est jamais en dessous. C'est une voiture qui plaît aux gentlemen et qui plaît aux pilotes pro. Et je sais que du côté de chez Mercedes, on prépare déjà la remplaçante de cette voiture-là. Pour en avoir discuté un petit peu avec les uns avec les autres, le focus va être mis justement pour un petit peu rééditer ça, pour une voiture qui soit bien à piloter pour tout le monde. Et là, c'était le cas. Winward a fait une course parfaite, la voiture est intacte à l'arrivée, pas une égratignure, franchement, course vraiment sans aucun problème. Bon, on n'en attendait pas moins puisque l'équipe est quand même habituée à rouler dans le championnat IMSA. Juste pour rappel, hein, la BOP est exactement identique entre le GTD Pro et le GTD, hein. C'est juste la répartition des équipages qui est différente entre les deux. Mais franchement, dans une course parfaite pour Winward Racing, et comme tu l'as dit, Pierre, Korthoff Preston Motorsport aussi, notamment avec Michael Grenier et Maxi Goetz, a aussi joué devant et aurait pu aussi arriver à tirer son épingle du jeu. Pourtant, c'était pas gagné, hein, parce que
On a discuté avec pas mal de pilotes Mercedes après l'erreur et avant justement le réajustement de BOP. Et tous les pilotes Mercedes AMG étaient unanimes sur le sujet en disant bah si c'est un peu le remake de Porsche l'année passée, en disant si jamais on nous donne pas un peu d'air, on arrivera à rien et ça sert à rien de rouler. Donc bon, il y a eu un réajustement de BOP au niveau de la bride, du poids et bon, aussi de l'angle de l'aileron et de la capacité du réservoir. Et ça a plutôt souri. Maintenant, il n'y a pas eu de vraie domination, hein. C'était un beau match avec plusieurs voitures et plusieurs marques, hein. Ferrari aussi a bien donné du fil à retordre, hein, notamment la voiture 21 qui finit deuxième avec un très bon Miguel Molina en fin de course. Et il faut souligner aussi le beau retour à la compétition de François Heriot qui débute en GT, qui s'était fait mal l'année passée à Sebring et qui s'était fait mal une deuxième fois en essai en Europe et qui débute en GT3 et qui passe donc qui a fait LMP3, LMP2 et maintenant GT3. Et c'est une belle perf de terminer deuxième. En plus, termine deuxième à 2 fois rien, puisque la Ferrari a concédé 2 secondes 7. Et là aussi, on a vu quand même des Ferrari, un peu comme en GTD Pro avec l'Oridi Competizione, très très fortes le dimanche matin. C'est un peu souvent le cas avec Ferrari quand même, hein. Ils sont quand même assez souvent là en fin de course. Et là, ça a encore été le cas, donc avec Simon Mann et Kei Cozzolino. Et puis la troisième place qui est aussi pour une Ferrari, enfin d'ailleurs les deux places suivantes, avec Conquest Racing qui faisait ses premières 24 heures de Spa, notamment avec Albert Costa et Cédric Sbirrazzoli, et le team d'Éric Bachelard qui commence très très bien. Et même aussi Triarzi avec Alessio Rovera qui finit au pied du podium. On avait 5 Ferrari au départ, on en a 5 à l'arrivée, ce qui est totalement différent de la prestation de l'année passée, mais c'était la première course de la Ferrari 296 GT3. Et là, on a un peu l'impression maintenant qu'on est un peu arrivé, je ne vais pas dire qu'elle est arrivée à maturité parce qu'elle a qu'une saison derrière elle, mais Ferrari et Porsche ont été fiables, hein, parce que c'est la même chose pour Porsche avec toutes les voitures à l'arrivée, même si les Porsche ont été quand même un peu loin, parce que la mieux classée est celle de Fred Mako notamment, qui a terminé septième, la voiture de Wright Motorsport, la voiture de Brad Pitt, on peut dire ça comme ça. Et puis du côté de Lamborghini, bah, c'est les Iron Dam, hein, qui sauvent un petit peu l'affaire en terminant sixième. Mais Mercedes a été au-dessus. Je pense que Ferrari a bien joué, mais Winward Racing a bien résisté. Petit cocorico quand même pour Ferrari. Il ne faut pas oublier que ils avaient changé de partenaire, hein, pour monter les Ferrari de course. Ils avaient délaissé Michelotto au profit d'Oreca, donc il y avait quand même beaucoup de changements pour cette 295 GT3. Donc on peut comprendre que les débuts aient pu être compliqués. Mais bravo, bravo Oreca. Cette 296 GT3 commence à se faire un petit palmarès. Elle a déjà gagné aussi aux 24 heures de Nürburgring. Elle a gagné une manche du GT World Challenge. Donc voilà, Oreca n'y est pas pour rien. Parmi les déceptions, on peut compter Corvette, on le disait tout à l'heure avec Awa qui a malheureusement pas connu une course des plus faciles. Bah, La Ford Mustang Proton également pas dans le coup qui a abandonné. Il y a eu un petit peu un parallèle entre le GTD Pro et le GTD pour les deux grosses nouveautés de la catégorie. ouais, et puis en plus, Awa est quand même une équipe qui débute en GT, En puisqu'ils plus. arrivent du LMP3. Mais on a connu quand même pas mal de petits soucis, puisque ces voitures-là ont abandonné dès le début. Et c'est le cas aussi de l'Acura, hein. On n'a pas parlé de l'Acura, mais il y avait une seule Acura au départ, la voiture de Gradient Racing, qui était avec les trois féminines. L'Acura, même en début de course, qui a été très très rapide. Je pense que là aussi, la BOP était plutôt pas mal pour l'Acura. Mais c'est sûr que du côté des nouvelles voitures, on a subi un petit peu le même sort que du côté du GTD Pro. Maintenant, bon, voilà, c'est un début. Ça a été compliqué aussi pour l'Aston Martin, hein. Je crois que c'est Magnus Racing d'ailleurs qui a ouvert le bal des Ouais, abandons en GTD exact. avec la Vantage GT3 Evo. Et puis, on peut pas dire que ça a été facile pour la nouvelle version de l'Aston Martin GT3. Messieurs, on a fait le tour, voilà, de cette 62e édition au niveau résultat, palmarès. Je vous propose d'élargir un peu le propos. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine, on va dire, entre l'Euro et la course? Quels sont les points qui vous ont marqué dans le bon sens et peut-être dans le moins bon sens? Notre Airbnb pourri. Oui, alors ça, on vous invite à lire avec attention les deux articles et surtout le premier.
sur le site Endurance Info où voilà, Thibaut et Laurent ont eu quelques déboires, on va appeler ça comme ça. Allez voir sur le site et cherchez Talalouse Coco. Voilà, on vous en Non, dit pas mais plus. juste, alors ça c'est pour rebondir sur le deuxième article. Moi, je vais là-bas depuis 2009 et quand tu arrivé là-bas en 2009, tu étais un petit peu le rookie du truc parce que tu avais affaire qu'à des gens que tu ne voyais pas, des équipes que tu ne connaissais pas, un environnement un petit peu inconnu avec des Daytona prototypes qui étaient d'un autre monde. Et là, maintenant, tu vois, tu as un peu l'impression d'être dans un paddock européen, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'Européens qui viennent, beaucoup d'équipes, beaucoup de pilotes qui tiennent absolument à remporter ces 24 heures de Daytona. Et puis moi, ce que je vais souligner, et ça, je pense que Thibaut sera sur la même longueur d'onde, c'est le public. Le public, enfin, franchement, le Roar, Thibaut, dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'était quoi, 8 dollars l'entrée? Ouais, ouais, Et, c'est ça, et- c'était 8 $ l'entrée. mais je pense que le monde qu'on avait au Roar, il y avait plus de monde au Roar que à la fin des années 2000, quand moi je suis venu pour la première fois à Daytona. C'est sûr que c'est à retenir. Après, encore une fois, quand on parle de. C'est une impression d'avoir un paddock européen, c'est un terme paddock dans le genre concurrent, hein, parce que le paddock de l'IMSA reste très atypique. Et là, c'est dommage que les mentalités ne nous permettent pas de le faire en Europe, hein. On a pu voir, hélas, Le Mans Classique l'année dernière avec Eric Maris qui se fait voler le volant de son Audi R8. Hum, C'est vraiment désolant qu'on puisse pas faire ça en Europe parce que je peux vous dire que tout le monde à Daytona a accès. Vous avez le billet enceinte générale, vous pouvez aller marcher sur la piste avant le départ. Vous pouvez toucher les voitures. Elles sont obligées de se frayer un chemin au travers du public dans le paddock quand elles vont sur la mais piste. Et c'est les mêmes accès que nous, hein. oui, c'est exactement. Le public a les mêmes accès que nous. La seule enceinte, nous, on a accès à la coursive derrière derrière les tentes de chrono, enfin, derrière les guitounes de stand, si on peut dire, dans la pit lane et au Media Center, c'est tout ce qu'on a en plus. Mais c'est vraiment pour le public, c'est génial. C'est vraiment génial de pouvoir avoir un tel accès. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est même en Europe dans la parano, de je veux pas montrer ma voiture aux voisins, là, je peux vous dire que le mécano qui travaille sur la Porsche, à 1,50 m de lui, il a la BM et il n'y a pas de mur entre les deux, hein. Donc voilà, c'est juste pour la petite touche ambiance, on le répète sans cesse. C'est ce qu'on aime dans la course à l'américaine. Et je trouve ça désolant qu'il y ait pas, qu'on puisse pas faire ça en Europe. Et pourtant, aux États-Unis, enfin, on n'entend jamais parler d'un quelconque vol, de quelconque dégâts ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, Et, mais c'est vraiment top au niveau ambiance, c'est incomparable. et comme on l'expliquait dans un article encore hier, c'est que même les vérifications techniques d'après-course sont accessibles au public. Ah ouais. Et même les protos GTP au final, qui ont quand même un système hybride et tout. Et après l'arrivée, les voitures attendent et il y a des gens qui sont autour, qui prennent des photos, qui prennent des selfies. Et on est juste à l'arrivée. Nous, on met les voitures dans un parc fermé. Si tu te rapproches, si tu mets un pied dans la zone, je pense qu'on te fusille, ou tu vas casser les cailloux pour le reste de ta vie. Et là, tout le monde fait des photos et tout. Il y a jamais, enfin, moi, j'étais à côté. Il n'y a jamais eu le moindre débordement. Et quand il y a un commissaire qui vient où il faut pousser la voiture, tout le monde s'écarte gentiment. On rentre la voiture. Ils ont créé en plus une espèce d'allée où les gens ont accès, qui peuvent quasiment regarder sous le pont élévateur alors qu'ils sont en train de faire les contrôles d'après-course. Et franchement, si vous hésitiez à aller un jour aux 24 heures de Daytona ou aux 12 heures de Sebring, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est la même chose, c'est vraiment les courses américaines. Franchement, allez-y parce que alors nous évidemment on a raconté un petit peu nos petits déboires, mais ça reste on va dire anecdotique et c'était plus sur le ton de l'humour. Mais franchement, ça vaut le déplacement. À tous les niveaux, ça vaut le déplacement. Oui, bien sûr. Et après, pour répondre à ta question, Pierre, plus sur le plan sportif, moi, je retiens une super course, vraiment une course haletante. Et puis voilà, il fallait un vainqueur. Action Express méritait autant de gagner que Porsche Penske. Ils ont fait du très bon boulot. C'est la première fois, honnêtement, même si je prends les deux victoires de l'an passé, où je trouve que vraiment Porsche Penske est convaincant. Donc la voiture est mieux. Il y a eu des petites évos. Il y a eu ce MGU dont on a déjà parlé. Il y a encore du boulot, hein, puisque la voiture numéro 6 a eu pas mal de soucis techniques, mais Porsche Penske est là. Après, il faut faire attention, ouais, que c'est pas la même équipe d'exploitation, c'est d'autres gens, il y a eu beaucoup de turnover, donc il ne faut peut-être pas en attendre tout de suite autant WEC, mais en tous les cas, c'est une belle perf de Porsche, et pour quelqu'un comme Urs Curatel
qui est vraiment à la tête du programme chez Porsche et qui est un vrai racer, voilà, c'est plutôt chouette un tel résultat. Il y a donc des enseignements à tirer pour le WEC quand même dans le clan Porsche. On sait que des fois c'est souvent une question qu'on pose aux pilotes qui peuvent évoluer sur les deux programmes. Est-ce que vous arrivez à transférer certaines choses, qu'elles soient sur le plan technique, stratégique? Certains disent oui, d'autres disent que les deux philosophies sont parfois un peu différentes. Mais là, sur le plan technique, ce qu'a fait oui. Porsche mécaniquement servira à l'ensemble du programme et pour le WEC notamment. Sur le plan technique, oui. En revanche, ce que je disais, sur le plan de la stratégie, de la gestion de course, c'est deux équipes qui sont totalement différentes. Donc, et encore une fois, il y a eu beaucoup de turnover en WEC, il y a eu beaucoup d'ingés qui sont partis, d'autres qui sont revenus, pareil pour les mécanos. Donc il faudra voir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça met du baume au cœur à tout le monde et ça montre à tout le monde que cette Porsche a quand même du potentiel malgré les difficultés rencontrées. Après, encore une fois, on en IMSA, il n'y a que des LMDH. Il faudra voir ce qu'il en est en WEC avec les LMH. Mais quoi qu'il arrive, en tous les cas, c'est que du positif pour Porsche cette édition des 24 heures de Daytona. Thibaut, Laurent, on a fait le tour de la course, d'un peu de l'ambiance de la semaine entre l'Aurore et les 24 heures de Daytona. Qu'est-ce que cette semaine vous a appris de façon plus globale sur l'endurance? Est-ce qu'il y a déjà des bruits de paddock, des rumeurs ou des infos plus sérieuses qui commencent à émerger déjà pour l'IMSA, on va dire, même si bon, là la saison est lancée, mais peut-être plus pour le WEC ou l'avenir à un peu plus moyen terme? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez, vous, pu déceler et mettre en avant? Les enseignements, on va déjà en avoir un peu plus à Sebring parce qu'on aura les débuts de la Lamborghini dans la catégorie GTP avec Lamborghini Iron Lynx qui n'était pas présent à Daytona. Bon, il y aura aussi quelques petites infos qu'on va vous distiller par rapport à ça, par rapport au futur du programme. Et ça fera une marque de plus dans cette catégorie GTP, donc ça va être sympa. Et puis je pense que du côté de Corvette et de Ford en GT, on va bûcher dur pour Sebring. Et je pense que les 12 heures de Sebring pourraient peut-être avoir un visage différent sur un circuit qui est beaucoup plus bosselé, beaucoup plus difficile que ne l'est le Daytona International Speedway. On entend beaucoup de bien de cette Lamborghini, donc ce sera intéressant à voir. Après, Sebring pour débuter, alors certes on l'aura vu au Qatar avant WEC, mais Sebring pour débuter, c'est pas c'est pas un terrain de jeu très facile, d'autant que Alors ils vont rouler à Sebring là encore. Oui, parce qu'ils vont faire les tests collectifs et ça. Mais quand bien même, et on croit savoir qu'aujourd'hui les boss, c'est pas le terrain de jeu favori de la voiture. Mais non, c'est sûr que ce sera excessivement intéressant. Et comme disait Laurent, on espère que Corvette et Ford auront un peu gommé leurs petits défauts. Et j'espère pour Sébastien Bourdet notamment que la Cadillac numéro 1 va faire une grosse perf parce que là ils ont été dans le dur, ils ont pas été vernis. C'était l'une des voitures, voire la voiture la plus véloce du plateau, et ils ont tout bonnement abandonné. Donc au championnat, c'est pas une super opération. Donc on espère qu'ils vont faire un bon résultat pour se remettre en selle pour la suite. Tour de cette 62e édition des 24 heures de Daytona arrive à son terme. Merci d'avoir éclairé nos amis lecteurs d'Endurance Info. Et Pierre, juste tu parles de nos amis lecteurs et Thibaut était avec moi quand on est allé voir John Doonan qui est le patron de l'IMSA et l'IMSA et John Doonan lui-même et Jim France remercient les lecteurs d'Endurance Info d'avoir élu la performance de l'année 2023 avec Debar Automobile, la NASCAR Garage 56 qui était d'ailleurs exposée dans le paddock, dans le village des 24 heures de Daytona. Et Thibaut, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça l'a vraiment ému, John Doonan. Ouais, c'était sympa à voir, il est arrivé, il nous a montré la photo, il a dit c'est bien vous ça. Et oui, il était super content, il avait envoyé à Jim France et donc ça c'est chouette. Ça nous a vraiment fait plaisir et c'est vrai qu'il avait l'air assez ému. Il y aura même une coupe. Exactement. Il y aura même une coupe. Donc non, c'était le petit clin d'œil de sympathie de l'IMSA envers Endurance Info. Et vous les lecteurs, parce que c'est vous qui avez élu la NASCAR Garage 56. On va conclure là-dessus. Merci pour ce que vous avez fait sur place. C'est toujours avec le décalage horaire par rapport à la France, c'est vrai que c'est jamais évident d'arriver à tout articuler. Donc encore bravo. Le prochain rendez-vous IMSA, on le rappelle, ça sera dans un petit peu plus de 1 mois et demi avec les 12 heures de Sebring, la deuxième manche. Mais d'ici là, il y aura ce week-end l'Asian Le Mans Series avec la manche de Dubaï. Il y aura également le WEC qui débutera au Qatar avant Sebring. Donc restez évidemment connectés à Endurance Info. Abonnez-vous à ce podcast Track Limit. Vous êtes
de plus en plus nombreux à l'écouter, on vous en remercie et ça nous aide, nous, à essayer de développer encore le format. On va travailler là-dessus pour 2024 et on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro assez vite. Merci Thibaut et merci Laurent. Merci, À bientôt. à bientôt.